Oui, merci. Je voyais le temps filer puis les gens partir. Merci beaucoup à Bib, de cette invitation-là. En fait, c'est un webdoc qui a pris un certain temps à faire parce qu'on a commencé avant la pandémie et la pandémie nous a beaucoup retardés, nous a beaucoup fatigués dans ce projet-là et donc on a réussi quand même à finir quelque chose. Je vous montre ici la première image du web documentaire, en fait. Qui est une plateforme avec, je pense que 16 capsules vidéo et aussi un guide d'accompagnement qui s'appelle Racisme et éducation antiraciste, qui fait à peu près une centaine de pages. J'ai mis à contribution 2 collègues de l'Université de Sherbrooke, Sabrina Moisan et Emmanuel Doré. Euh, et donc, le webdoc, le guide, pardon, suit là, évidemment les parties du web documentaire. Donc, il y a une partie qui est vraiment pour se conscientiser, s'approprier les différents concepts, comme on voit dans tous les outils. D'ailleurs, il y a énormément d'outils. Moi, je suis très contente de voir ça. Ça fait 30 ans que je travaille sur les questions de racisme. Il n'y avait rien il y a 30 ans ou il y a 20 ans même. Et puis, depuis une quinzaine d'années, là, on voit se multiplier les choses. Donc, nous, quand on a commencé, il n'y avait pas encore, notamment, brisé le code à Télé-Québec, il n'y avait rien de ça. Donc, on commence à sentir que peut-être c'est moins original, mais peut-être la façon de le structurer a quand même sa contribution. Donc, je vais vous présenter simplement comment c'est structuré. Et ça a été conçu non pas pour les élèves, mais plus pour les enseignants. Donc, c'est plus un outil de formation des futurs enseignants. On a fait d'ailleurs des études dans les 10 dernières années sur la place qu'occupent certaines thématiques en éducation. On a fait une grosse cartographie des cours et aussi des besoins de formation des enseignants à partir de 2 études. Et on s'est rendu compte que la question du racisme, l'éducation, la question des droits et libertés, des accommodements, c'était les principaux thèmes qui étaient les moins abordés, les moins maîtrisés, les moins abordés en formation des enseignants en éducation. Donc, on sait qu'il y a des cours de sociologie de l'éducation qui sont des cours souvent transversaux dans plusieurs programmes de formation à l'enseignement, mais il y a souvent un seul cours, des fois il n'y en a pas du tout dans certaines universités. Donc, outre les gens qui sont en histoire ou éducation à la citoyenneté ou éthique, il y avait très, très peu, c'était pas tous les profs ou les futurs enseignants qui abordaient ces questions-là ou qui étaient sensibilisés donc suffisamment à ces questions-là. Donc, on l'a fait vraiment pour tous les enseignants qui veulent aussi s'auto-former, mais c'est comme aussi un outil de formation qu'on utilise, que moi j'utilise déjà dans mes cours et que j'avais un peu conçu pour ça aussi, pour partager sur les questions de racisme, comment on peut aborder ces questions-là. Donc, il y a une présentation un peu générale avec une capsule d'introduction sur le webdoc. Là, je vous épargne les capsules, mais je vais simplement décrire comment on l'a conçu. Il y a aussi pourquoi il faut se conscientiser, donc un extrait d'une capsule de Marie McEndrew et aussi beaucoup de définitions sur qu'est-ce qu'une approche antiraciste. Et quand on entre par la suite dans le webdoc, il y a 2 parties principalement, une partie sur le processus de conscientisation et une partie B qui est plus sur se responsabiliser et transformer son milieu. Dans le processus de conscientisation et le webdoc, donc le guide suit un peu les mêmes étapes, il y a des définitions du racisme, évidemment, comme processus de construction sociale qui mène vers des actes, des manifestations diverses qui ont été nommées auparavant. Et donc, ça prend plusieurs formes, ça se manifeste de différentes façons. Et on parle aussi des mutations du racisme, hein, le passage du racisme classique, comme Sivan a mentionné tantôt, au néo-racisme contemporain, c'est-à-dire un racisme qui est plus différentialiste, à l'époque des droits de la personne. Donc, c'est un racisme qui est plus caché, qui est plus, je dirais, subtil et indirect. Donc, il y a un peu d'histoire avec une capsule que M. Benaïch avait fait, notamment pour l'IRIPI dans un autre colloque et qui m'a donné l'autorisation de le mettre ici, mais aussi avec différents points de vue. Donc, le point de vue d'Émilie Nicolas, de Mélissa Mollen-Dupuis, des personnes, finalement, des personnalités connues de différents groupes autochtones, minorités raciales,
racisés dans la société, des éléments, donc des entrevues ou des reportages récents ou des articles récents, mais il y a un paquet de ressources dans le guide, évidemment, qui vont beaucoup plus loin. Et donc, le passage aussi du racisme ordinaire, parce que comme il s'agit d'un processus, il y a quand même des passages du racisme ordinaire, de la catégorisation, à des formes beaucoup plus extrêmes. Donc, le racisme, on peut l'aborder comme sous forme de palier, dans le fond, avec à chacun de ces paliers-là des formes et des manifestations différentes. Donc, quand on parle des stéréotypes, des préjugés, on a deux capsules ici vidéo qui parlent de la catégorisation sociale, de l'assignation, des biais conscients, qu'est-ce qu'un stéréotype, qu'est-ce qu'un préjugé, avec des définitions, etc. Donc, il y a toujours des capsules vidéo avec des définitions et des ressources qui sont associées. Par la suite, il y a le racisme en acte. Ça prend la forme de discours racistes, notamment à travers les médias traditionnels, à travers les médias sociaux. Donc, quel est le rôle des médias dans la construction et la mise en scène des discours racistes, surtout à travers tous les débats publics qu'on a vus dans les dernières années? Et qu'est-ce qu'un discours raciste? Alors, qu'est-ce que le populisme, la propagande, les différents mécanismes socio-cognitifs du racisme? Sivan mentionnait tantôt des phases dans le passage vers le génocide, mais il y a aussi des phases de radicalisation, même au niveau des discours racistes, c'est-à-dire de la dichotomisation, nous, eux, lorsqu'on on veut renvoyer les gens chez eux ou on veut carrément les exclure, ben, c'est une forme plus extrême au plan du discours lui-même. Et donc, il y a une spirale, si on veut, de mécanismes qui peuvent durcir les discours progressivement dans l'espace public. Et on l'a vu à travers le rôle d'agenda setting des médias, c'est-à-dire de mise à la une, de framing ou de cadrage médiatique, comment on a construit des crises et des polémiques publiques, mais aussi des moments de panique morale, comme dit Stanley Cohen, c'est-à-dire la construction de crises de panique morale où on a des boucs émissaires qui se construisent et on attribue tous les problèmes de société à ces boucs émissaires-là. Donc, l'exemple de la crise des accommodements raisonnables et des autres débats publics plus récents, notamment racisme systémique, le mot en haine, etc., etc. Ensuite, si on regarde le palier sur les discriminations et les droits, il y a une introduction toujours à chacun des paliers, mais il y a des capsules vidéo ici de Pierre Bosset, qui est un juriste très reconnu en matière de droits de la personne, qui a travaillé 22 ans à la Commission des droits et qui définit qu'est-ce que la discrimination directe, indirecte et systémique selon la jurisprudence canadienne, mais aussi qu'est-ce qu'un accommodement raisonnable qui découle de la discrimination, donc indirecte, dans la jurisprudence canadienne, et ce que les offres de formation, donc toujours des ressources associées évidemment à chacun de ces paliers-là. Si on regarde maintenant le palier des formes extrêmes, donc tout ce qui est des formes plus radicalisées, disons, qu'est-ce que la radicalisation? Donc, on a une capsule de Haïda Hassan, qui est à la chaire UNESCO de la radicalisation, avec aussi un témoignage, pas un témoignage, mais une présentation de Mme McLeod du musée de l'Holocauste sur les génocides. Donc, on a dans le guide le même petit, la même petite échelle qu'a présenté Sivan auparavant. On ne savait pas, on aurait dû peut-être se parler de ça avant, mais dans le guide, donc, on présente comment on peut passer aussi du génocide, du racisme ordinaire au racisme plus élaboré, c'est-à-dire au racisme plus idéologisé, plus construit, plus durci au plan politique, qui occupe un espace plus vaste dans l'espace public et politique, et puis qui peut mener non seulement à des lois discriminatoires, mais aussi à des volontés d'exterminer un groupe ou de volonté finalement de génocider un groupe qui a été transformé par la propagande en groupe, en bouc émissaire. Donc, les 4 paliers, si on regarde maintenant des exemples historiques, donc il y a beaucoup de ressources associées
à l'expérience du racisme vécu par les Noirs, par les personnes musulmanes, par les Juifs et l'antisémitisme au plan historique, les peuples autochtones, bon, en tout cas, il y a plusieurs groupes, les Chinois au début du 20e siècle, etc. Ensuite, il y a une autre partie qui est la partie B, où on a des témoignages de 3 jeunes, en fait, avec des questions qu'on leur a posées et qu'on peut utiliser peut-être en classe, mais qui permettent aux enseignants de réfléchir à des activités pédagogiques. Mais le webdoc n'a pas été conçu avec des fiches pédagogiques pour être utilisé au secondaire, mais il a vraiment été conçu pour inspirer les enseignants et les former. Donc, pour chacun des étudiants de cégep qu'on a rencontrés, grâce à Habib, d'ailleurs, je tiens à le souligner, il y a 2-3 ans. Donc, on leur a posé un ensemble de questions sur leur parcours scolaire au Québec, comment ça s'est passé à l'école, quels étaient les préjugés ou les rapports aux enseignants, qu'est-ce qu'ils avaient vécu, bon, ce qu'ils s'étaient rendu compte. Donc, pour ouvrir la discussion avec les élèves, on a pensé intéressant d'avoir des témoignages d'élèves avec un ensemble de ressources aussi qui sont fondées sur des témoignages comme le Wapikoni mobile en milieu autochtone, le témoignage des jeunes à Henri Bourassa sur le mouvement des béliers solidaires, le Vox Pop sur le racisme qui a été fait par des jeunes, etc. Et dans la dernière partie du webdoc, il y a les pratiques antiracistes pour une école juste et inclusive, pardon. Donc, on définit dans le guide qu'est-ce qu'une approche antiraciste. Et il y a 4 capsules ici fort intéressantes de l'organisme ici, de l'organisme sur les espaces de dialogue et des ateliers pour combattre le racisme de l'organisme Ensemble pour la diversité, qui ont été filmés pendant des activités qu'ils ont fait dans une école à Laval. Et il y a 3 capsules de Stéphanie Demers sur des exemples, sur le rapport au droit et à la citoyenneté qu'on développe, dans le fond, avec nos élèves à l'école, avec les élèves des enseignants à l'école, quel type de rapport au droit et comment réfléchir sur les droits et libertés à l'école, à travers les codes de vie, à travers les responsabilités du milieu scolaire, à travers le rôle d'acteur des élèves, la voix des élèves, comment on peut les entendre, etc., les faire participer. Donc, voilà en gros la structure avec le guide d'accompagnement. Il y a un ensemble de ressources, évidemment, pour chacun des paliers et chacune des 2 parties, en fait, un qui est la partie plus conscientisation et la partie qui est plus responsabilisation et transformation de son milieu à travers des activités pédagogiques et à travers le développement d'une pratique antiraciste. Donc, je vais juste vous montrer peut-être des exemples. Ce qui est intéressant dans ce guide-là, c'est qu'il y a des liens automatiquement qui mènent vers les pages du webdoc. Donc, en cliquant sur les pages du guide, on arrive directement à la bonne page du webdoc à chacun des endroits. Et donc, c'est beaucoup plus approfondi dans le guide, évidemment, parce qu'on a des définitions, on a des repères historiques, on a des éléments de pratique, des éléments sur chacun des paliers. Et je pense, donc, moi, je l'utilise déjà dans mes cours. On va l'utiliser, on va le tester de façon à peut-être plus grande échelle dans une autre activité, mais ça porte fruit et c'est très intéressant et ça permet de condenser beaucoup d'écrits qu'on a fait ou beaucoup de travaux qu'on a fait dans les 20 ou 30 dernières années, mais qui ne sont pas toujours accessibles, qui ont été oubliés ou qu'il faut vendre sous forme de livres ou d'articles scientifiques. Et là, c'est tout gratuit. Donc, avant que je parte à la retraite, je me suis dit que j'allais peut-être donner des pistes de mes pratiques moi-même d'enseignement sur ces questions-là depuis de nombreuses années. Donc, merci beaucoup.